Aujourd'hui, ceux qui veulent gagner dans leur industrie, entre guillemets, le game, il faut avoir la meilleure équipe. Et aujourd'hui, pour recruter la meilleure équipe, c'est des bureaux qui sont bien localisés, bien faits, qui se rapprochent un peu plus du monde de l'hospitality, où tu as un bon café, que tu peux y travailler en fonction des usages et des tâches de ta journée. Et du coup, tu prendras plaisir à venir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Quel est ton levier ? Aujourd'hui, on va discuter avec Nicolas, qui est le président et CEO de Factory, qui est une entreprise spécialisée dans la recherche, le design et l'aménagement de locaux professionnels. On va découvrir avec Nicolas comment le lieu peut être un vecteur d'acquisition et de rétention de collaborateurs. Je vous invite à découvrir tout de suite cette interview. Hello Nicolas, donc tu es le cofondateur et CEO de l'entreprise Factory. Vous êtes l'acteur de référence dans la recherche et l'aménagement de bureaux. Aujourd'hui, vous avez plus de 500 clients à votre actif, 500 projets. Vous avez aujourd'hui près de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires et 65 collaborateurs. Moi, je vous ai vu à l'œuvre sur de nombreux projets, notamment auprès de corporates type Total, mais aussi énormément de startups type Voodoo, par exemple, Zenly, OhMyCream et beaucoup d'autres. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter Factory ? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis Nicolas Mikalev. Donc effectivement, je suis le cofondateur et CEO de Factory. J'ai monté Factory avec deux associés qui sont Jules Dubois et Fabien Rémusat. On a monté Factory il y a maintenant 5 ans, un peu pour dépoussiérer le monde de l'immobilier, qui était assez vieillissant, en proposant une expertise qui intervient à toutes les étapes clés d'un projet d'un déménagement de siège social, à savoir la recherche du lieu, la conception et la réalisation des aménagements, le conseil et la fourniture de mobilier et enfin l'UX expérience. On a bien grossi, comme tu l'évoquais, en 5 ans, on est passé de 0 à 45 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une soixantaine de collaborateurs. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qui n'est pas une mince affaire dans notre industrie immobilière qui est pas une industrie tech. Donc pour scaler et avoir une forte croissance, c'est pas easy. Et aujourd'hui, on a eu la chance, comme tu l'évoquais, d'accompagner de nombreuses startups qui nous ont permis d'innover à chaque fois dans les projets d'aménagement. Et toute cette innovation, en fait, ce sont les grands comptes qui maintenant aussi en ont besoin. Parce que comme tu le sais, tu dois le savoir chez Junto, mais on en parlera peut-être, que tous ces grands comptes ont besoin de se révolutionner parce que plus personne forcément a envie de travailler dans un campus loin de Paris. Et donc tout ça fait que Factory a pas mal d'intérêt en ce moment. Et je suis ravi de venir ici et en parler un petit peu avec toi. Moi aussi, complètement. Et donc, en fait, toi, tu as démarré dans l'immobilier d'entreprise également, c'est ça, avant ? Oui, moi, en fait, j'ai fait une école de commerce assez classique. Je suis sorti d'école, j'ai monté une première boîte dans l'immobilier d'entreprise, uniquement sur la partie recherche de bureaux. Et rapidement, je me suis rendu compte que tous les clients, lorsqu'on trouvait le site, que ce soit l'acquisition, à location ou la location, nous demandaient de les accompagner sur la suite, à savoir les aménagements. Et aujourd'hui, je pense que tu as déjà cherché des bureaux. C'est très compliqué parce que tu as un interlocuteur qui est un agent immobilier qui trouve les bureaux. Ensuite, il faut prendre un architecte. Ensuite, une entreprise générale. Ensuite, une autre boîte pour le mobilier. Et éventuellement, quelqu'un pour te mettre un petit peu de côté fancy, déco à l'intérieur. Et tu n'y arrives pas parce que c'est compliqué de gérer. Exactement. Donc, avant même de partir, la ligne d'arrivée, tu la vois jamais. Et ça te coûte très cher. Et souvent, c'est pas réalisable dans le temps, ni en termes de technicité ou de normes. Et en fait, on a voulu avoir un acteur qui, du coup, internalise ces 5 verticales. Donc ça, c'est la deuxième boîte que j'ai montée qui s'appelle Factory, qui a été montée en 2017. Et là, nous, on internalise tous les métiers, ce qui nous permet d'être très performants, d'être du coup, de passer d'un côté très compliqué dans la recherche de bureaux à l'aménagement, à donner au final pas mal de plaisir à nos clients puisqu'on en fait du coup un projet d'entreprise ultra sympa parce que c'est toujours un moment très sympathique de déménager. Alors nous on a la chance parce qu'on accompagne beaucoup de boîtes en croissance donc forcément c'est des boîtes qui vont bien. C'est plus compliqué quand tu déménages pour rétrécir et quand ça va moins bien. Mais du coup cette idée d'avoir les 5 métiers en interne ça n'existait pas et ça n'existe toujours pas. Et donc on a senti au bout de 5 ans, je prends souvent l'exemple, puisque nous on construit des lieux où l'ADN de marque doit transpirer au sein de l'espace, tout en étant en phase avec la stratégie de l'entreprise. Et je prends souvent l'exemple lorsque tu vas dans un rendez-vous, comme tu as déjà dû le connaître, où tu arrives dans un desk d'accueil avec un énorme logo, tu changes ce logo, tu en mets un autre d'une autre entreprise et tu vis exactement la même expérience. Et si tu fais une comparaison avec le monde de l'hôtellerie, de la restauration et du retail, où tu ne cesses de vivre une expérience, bonne ou mauvaise, le monde du bureau est un monde oublié. Et juste notre métier, nous, c'est d'essayer de renchanter tout ça et de faire de ton lieu, bien sûr, un lieu pour ta marque, un levier de performance, parce que si tu le construis bien, tu as un bel outil, un levier d'attractivité RH, comme tu le sais, si tu n'as pas des bureaux qui marchent bien, tu as du mal à recruter. Et donc tout ça fait que cette deuxième boîte a été créée il y a 5 ans maintenant. Mais au niveau de la réception de votre offre sur le marché, comment, parce que c'est vrai que moi je remonte quelques années en arrière, c'était pas quelque chose dans lequel tu investissais.
Oui. Il y avait peut-être même pas encore de personnes dédiées à ça. Je peux appeler le happiness officer Ouais. ou un peu l'expérience collaborateur était beaucoup moins travaillée. Est-ce que vous avez tout de suite cranté sur votre offre parce que c'était le bon moment ou comment ça s'est Écoute, passé? il y a 5 ans, alors déjà à l'époque, quand tu déménageais, je pense il y a 10 ans, c'était géré un peu par ce qu'on appelle les services généraux. Et en gros, limite, la boîte la prenait la veille, quoi. Donc, c'était pas du tout un sujet hyper important. Et il y a 5 ans, en fait, la tech, mais on commence déjà à parler d'une vieille tech, hein, parce que tu vois, il y a 5, 6, 7 ou 8 ans, à l'époque un peu des The Family, etc., ou des Zenly qui se sont créés, la tech n'était pas du tout encore aussi forte qu'aujourd'hui. Et c'est eux qui ont apporté tout simplement des États-Unis l'importance d'avoir un lieu fancy pour qu'on puisse embaucher les meilleurs talents. Et du coup, le lieu a dû se réinventer. Mais ça, c'est tout récent, ça a 4-5 ans. Donc, on arrivait, si tu veux, sur un marché, on était les premiers à essayer de dire, en fait, le lieu doit être différent puisqu'aujourd'hui, enfin à l'époque, tous les projets étaient copiés-collés. Donc, je prends souvent l'image de la copie de la chaise Vitra, tu vois un petit peu dans toutes les cuisines, tu vois, que tu vois partout à La Défense. Et on se dit, c'est pas possible parce que les bureaux, en fait, tous se ressemblent. Donc, qu'est-ce que tu vas faire vivre comme expérience à ton utilisateur final? Et ça, c'est vraiment le prix qu'on s'est dit. Si on monte cette boîte, c'est pour faire des choses différentes où l'expérience, ce sera quelque chose ultra différenciante. Comment vous avez ciblé au démarrage? Est-ce que vous parlez justement non plus avec les services généraux, mais avec, je sais pas, le marketing, la communication? Comment ça se passe? Alors pour moi, l'important c'est de parler soit aux fondateurs ou aux fondatrices des boîtes, parce que c'est clairement, en tout cas c'est ce qu'on conseille, c'est clairement un sujet de fondateur et de fondatrice, parce que tu ne peux pas aujourd'hui transcrire ta marque, ton image et ton histoire dans le lieu si c'est pas celui qui l'a créé ou celle qui l'a créé qui le fait. Donc bien sûr après dans le day-to-day il faut une équipe qui suit, hein, parce que je me dis bien que le CEO ou le fondateur il a autre chose à faire, mais en tout cas il faut qu'il donne l'input au départ. Donc c'est nos interlocuteurs et après tu te retrouves souvent avec ce qu'on appelle des comités de pilotage où tu as la DRH, la com, le marketing et quelquefois des patrons de certaines business units. Mais c'est toujours en petit comité parce que plus tu élargis plus c'est compliqué, mais ça devient du coup un sujet multi-compétences en interne. Et c'est ça qui est passionnant parce que c'est en discutant avec tous les métiers que tu fais un lieu qui colle, quoi. Et tu sens aujourd'hui c'est vraiment un sujet stratégique pour les boîtes au niveau de la rétention, au niveau de l'attractivité des talents. C'est compris par les sociétés. C'est un truc c'est juste incroyable ce qui se passe en ce moment parce que post-Covid, il y a eu un accélérateur de dingue parce que on s'est rendu compte qu'en fait, on travaillait mieux à la maison qu'au bureau. Donc c'est complètement dingue. Donc en fait, quand tu as passé une longue période chez toi et en fait tu veux pas revenir au bureau parce que ton bureau il est en rez-de-chaussée sans lumière avec un mauvais café, un mauvais fauteuil et un mauvais acoustique, tu dis je viens pas au bureau, quoi. Et donc aujourd'hui ceux qui veulent gagner dans leur industrie entre guillemets le game, il faut avoir la meilleure équipe. Et aujourd'hui pour que tu aies la meilleure équipe, c'est des bureaux qui sont bien localisés, donc pas forcément grands, hein, mais bien faits, qui se rapprochent un peu plus du monde de l'hospitality, où tu as un bon café, que tu peux y travailler en fonction des usages et des tâches de ta journée, et du coup tu prendras plaisir à venir. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne aussi bien les boîtes tech, mais ça a toujours été un petit peu le cas, mais également les corporates, parce que tu peux encore moins attirer quelqu'un dans un campus à 1h30 de Paris, alors que tu es habitué à te connecter en call à 8h30 de chez toi, quoi. Alors qu'on a vu des déménagements moi j'ai l'impression d'avoir vu un mouvement de corporate dès qu'ils passent une certaine taille vers la banlieue entre guillemets. Ouais. Et peut-être qu'aujourd'hui je vois des relocalisations, en tout cas des plus petits bureaux, mais plus centraux également. Est-ce que il y a une vraie tendance comme ça de déplacement également? Tu as complètement raison. Ils sont bien sûr partis à cause de la pression immobilière parce que, comme tu le sais, le prix à Paris est extrêmement cher. Donc les grands comptes, forcément, quand tu utilises, je sais pas, 100 000 mètres carrés, tu auras du mal ne serait-ce qu'à le trouver à Paris. Mais aujourd'hui, il se crée des petits hubs. Alors, il y a une soupape avec les coworking, où tu peux prendre des petits hubs. Et aujourd'hui, la pratique des coworking, c'est que ça t'écrase souvent ta marque parce que donc c'est compliqué aussi de recruter. C'est quand t'es pas chez toi, mais entre guillemets chez un autre, c'est quand même pas easy. Et aujourd'hui, on sent cette volonté de se rapprocher dans un souci d'accessibilité et souvent dans un souci RH. Et on voit que le siège social aujourd'hui est un des leviers principaux de communication. Tu fais des podcasts, typiquement ce qu'on fait là, on pourrait le faire dans tes bureaux, tu vois. Donc tout ça est en train de changer parce que le monde change et l'immobilier doit changer. Ça, c'est le prisme, on va dire, très utilisateur.
Et tu as le prisme très bailleur, où aujourd'hui les propriétaires doivent aussi se révolutionner. Certes, dans un souci d'impact environnemental, mais aussi un souci aussi de flexibilité de bail, de relation avec l'utilisateur qui en fait, aujourd'hui doit plus être pris comme un client, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc tout ça nous fait un vaste débat et beaucoup de changements où Factory essaye de tirer son épingle du jeu. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, vous êtes quelque part concurrent ou peut-être même prestataire de coworking directement? Alors nous, on ne travaille pas forcément avec les coworking. En revanche, on peut leur amener des clients sur la verticale recherche de bureaux. Donc si demain, on a des recherches plutôt de moins de 30 postes, parce que les coworking, pour nous, c'est plutôt une target de plus petites boîtes. Là, effectivement, bon, c'est avec eux qu'on peut leur amener des clients. Et c'est très intéressant d'une stratégie immobilière un peu globale, où typiquement, tu vois un client comme Sorar, on l'a accompagné à plusieurs reprises dans des coworking avant qu'il prenne son futur bureau. Donc, c'est une bonne soupape quand tu veux dépenser peu de capex et surtout quand tu es pas capable de dimensionner ta croissance organique. C'est très compliqué, comme tu le sais, de se dire aujourd'hui, on est 20, est-ce qu'on sera 50, 100 ou 150 ? D'autant plus dans la période actuelle où la levée de fonds est quand même moins facile. Donc, c'est plus compliqué de cadrer ça. Et tu dirais que sur le long terme, c'est plus intéressant d'investir dans ses propres locaux, entre guillemets, de ne pas être dans un coworking, où il y a des modèles où c'est peut-être plus intéressant d'investir dans un coworking, mais bien brandé. Alors, tu peux avoir du coworking bien brandé, ça, il n'y a aucun problème. Moi, je conseille qu'à partir de 30 postes, il faut tes locaux parce que je trouve que c'est quand même plus sympa d'imprimer ta marque et de faire ce que tu veux dans ton bureau pour faire un petit peu tout ce que j'ai dit, quoi, pour que ton bureau devienne un levier de croissance, un levier de communication, un levier d'attractivité. Et ça, tu ne pourras pas le faire dans un coworking. Et surtout, en termes de place, un coworking, pour un poste, tu vas louer 2,5 mètres carrés, alors que la moyenne dans les boîtes tech, c'est 7 mètres carrés par poste et dans les corpos, c'est plutôt 10, 11. Donc, en termes d'épanouissement personnel, je ne sais pas si tu as déjà visité les coworking, quand tu finis dans un bocal à 2, c'est horrible. C'est horrible. Tu descends pour prendre une bière le jeudi soir, tout le monde te pique tes développeurs parce qu'en fait, tout le monde se voit. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est super au début. Et après, c'est important d'appeler des boîtes comme nous pour passer à l'étape d'après et se structurer. Donc, j'avais pas la stat du 7 mètres carrés. Je trouve ça même petit sur des boîtes tech, le 7 qui est. Ouais, c'est une autre stat à nous de projet qu'on réalise. Tu as le 2,5 mètres carrés, c'est du coworking, où eux, ils vont jamais te vendre du 2,5 mètres carrés, mais ils vont vendre du desk, forcément, pour pas te dire ça. Mais ils vont vendre aussi tous les espaces communs, hein, donc tu peux profiter. Et nous, chez les projets Factory, c'est plutôt du 7 mètres carrés dans les boîtes tech. Mais en fait, c'est une répartition on ne va pas prendre moins de mètres carrés, c'est juste qu'on va prendre plus de mètres carrés, on va en donner plus pour les espaces communs. En gros, tu auras peu de mètres carrés à ton poste, mais tu auras à côté des espaces pour prendre tes calls dans des phone booths, tu auras un super espace cuisine, tu auras des espaces chill, etc. Donc en fait, on ne perd pas en mètres carrés, mais tu gagnes en confort parce que tu crées des espaces pour tes usages. Et est-ce que tu as des statistiques sur justement l'impact pour les collaborateurs ou pour les entreprises en termes de rétention, est-ce qu'il y a des stats là-dessus ou c'est un petit peu dur Je peux te citer, tu vois, Zenly à l'époque, en 5 ans, donc au moment où on les a installés et aujourd'hui, ils ont, je crois, perdu aucun candidat. D'accord. Et la majorité de nos clients, en fait, n'en perdent pas. En tout cas, c'est pas la cause des bureaux qui provoque un départ. C'est plutôt l'inverse. Et c'est pour ça que nous, on prend beaucoup de temps avant même de chercher un bureau, de faire ce qu'on appelle nous de la programmation. C'est de discuter avec nos clients pour comprendre leur cahier des charges, comment ils sont organisés, quelle est leur stratégie d'entreprise pour aligner ça avec la stratégie immobilière, pour justement, dès le départ, créer un lieu qui te permet d'atteindre tes objectifs, pour éviter justement que tout le monde s'en aille parce que ça correspond pas à une vie sympa dans une boîte cool, quoi. Donc là, si je prends vos typologies de clientèle, vous avez quoi? Est-ce que tu as par exemple, on parlait corpo, il y a peut-être différents types de corpo. Après, tu as du mid-market et du lower market. Enfin, est-ce que vous avez ce type de segmentation également chez vous? Oui, alors c'est assez large. Nous, en gros, on peut commencer de 300 mètres carrés jusqu'à 30 000. Là, on vient de livrer un grand groupe d'assurance. C'était un gros bébé avec 3000 personnes. Mais on aime bien, on va dire, le mid-market. Ce qu'on appelle mid-market, c'est le 1000-10 000, où tu as au bout de la table les décideurs. Et c'est comme ça qu'on construit bien un projet. C'est plus compliqué quand tu as un COMEX qui est à Singapour, qui est très loin du sujet. Donc, on aime bien cette catégorie-là. Mais on prend un petit peu, tu vois, tout ce qui est intéressant. L'important, c'est d'avoir un client qui a envie d'investir dans son lieu pour faire un lieu qui est fancy pour ses équipes, mais également qu'il ait compris que s'il investit dans son lieu, il en fera un outil de performance. Et c'est plutôt ça qui nous drive, nous. Et combien en moyenne de temps prend un projet de cette envergure, enfin sur du mid-market? Alors c'est une très bonne question. Si tu prends un projet, mais je vais donner un exemple qui est l'antithèse, mais Voodoo, tu vois, Voodoo c'est 6000 mètres carrés, on l'a fait en 5 mois.
Ça, c'est du jamais vu. rapide. C'est du jamais vu. On les a installés dans la Poste du Louvre, qui est un immeuble incroyable à Paris, parce qu'on est assez connu pour aller très vite. Mais un 6000 m², logiquement, il te faut plus de temps. Il te faut plutôt 12 mois pour bien le préparer, voire un peu plus. Et en fait, ce que tu ne peux pas cutter, c'est la partie travaux. Enfin, tu peux, cutter un peu la partie travaux, parce que tu peux mettre beaucoup de monde, mais la partie conception et ce qui se passe en amont, ça, tu peux pas trop le raccourcir. Mais généralement, les projets chez nous, c'est de 6 à 18 mois, grosso modo. Et la pression immobilière fait, mais je sais, tu as sûrement déjà cherché des bureaux, qu'en gros, tu quittes le vendredi pour le lundi d'après, pour aller directement dans tes locaux. Tu peux pas te permettre d'avoir une vacance et de payer 2 bureaux. Donc, c'est une pression de dingue qui est très parisienne. Pour livrer. Hyper rapidement. Donc, le timing est toujours short, en tous les cas. Est-ce que vous pensez derrière aussi à, tu mentionnais tout à l'heure par exemple des lieux également de vie, de tournage, est-ce que ça vous le pensez en termes aussi de valeur ajoutée? Typiquement, tu peux également louer par exemple une salle chez toi, ou organiser des lieux et en fait monétiser entre guillemets ton lieu d'une différente façon. Est-ce que vous pensez également à ça lors de la conception des lieux avec Oui, ça peut être un sujet. On l'a fait pour Michel Augustin. On a créé la deuxième bananerie, qui était une icône, la première dans tous nos livres de marketing. À Boulogne À Issy-les-Moulineaux. Non, à Boulogne. Et tu as raison, on l'a tous connu dans nos livres d'école de commerce en marketing. On a eu la chance de faire la bananerie 2, donc c'était assez sympa. Et du coup, on leur a créé tout un espace où ils peuvent louer et accueillir des boîtes en séminaire, en event, et du coup monnayer un petit peu plus leur bureau. Et ça, on a une demande de plus en plus poussée, et notamment dans la tech, où on a l'habitude d'organiser un peu des keynotes le lundi matin, où tu fais venir des entrepreneurs qui viennent pitcher leur boîte ou des intervenants. Et du coup, tu as besoin d'un espace pour ça, mais tu peux aussi le louer le soir, ton espace. Enfin, ça devient de plus en plus le cas, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est event et séminaire, tu n'as plus trop envie d'aller très très loin pour le faire, parce que tu as un impact environnemental qui n'est pas bon. Et surtout, tu as parfois aussi moins de moyens pendant la période actuelle pour le faire. Donc, tu peux te retrouver chez des clients pour organiser des choses. Et on a même un peu participé, même beaucoup, pour un projet qui s'appelle Métaphore. On a travaillé avec un architecte qui s'appelle RMGB, où Métaphore sont, eux, spécialisés pour accueillir des événements de tout type. Ils ont 3 sites dans Paris. Et ça, c'est aussi une boîte qui cartonne. Donc, ça montre que le nombre d'events augmente et que la demande est là. Pour ta stratégie go-to-market, comment t'es organisé? Est-ce que vous avez des sales? Est-ce que vous faites du marketing? Est-ce que on vient à vous? Alors nous, c'est assez marrant parce qu'on est passé de 0 à 45 millions donc de chiffre d'affaires, donc une forte croissance. Tu verras dans le nouveau classement. Très forte croissance. Ouais, forte croissance dans le classement des Échos. Là, on est encore pour la 2e année consécutive dans les 500 PME à plus forte croissance en France et également en Europe, mais sans quasiment aucun commercial. On a une head of sales qui est arrivée il y a 2 ans maintenant, mais en fait, on s'est construit toujours par nos clients qui sont devenus nos ambassadeurs, beaucoup de bouche à oreille. Et en fait, on a construit notre marque, nous, alors qu'on fait du B2B, mais très B2C, en travaillant beaucoup sur notre marque et sur notre com pour qu'on puisse créer un petit peu de désirabilité auprès de nos clients. Donc, on a une forte croissance, mais sans aucun commercial, quasiment. Donc, c'est quand même assez particulier dans notre industrie. C'est de l'inbound, en fait, sur votre site, quoi. C'est des demandes. Exactement, ou des intros qui nous arrivent, ou notre client qui nous tient super, qui en parle à un autre client qui dit on a bossé avec Factory, c'était juste super, appelle-les. Et donc, on a réussi à faire ça, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça, on est hyper content parce qu'on n'a pas une armée de commerciaux qui, du coup, nous ramènerait peut-être beaucoup de projets, mais pas forcément des projets qualitatifs. Parce que nous, on n'est pas des spécialistes, tu vois, pour faire un call center à la défense. Nous, on fait que des lieux à valeur ajoutée. Donc ça aussi, c'est assez particulier. Et ça, ça nécessite en revanche que chaque salarié qui travaille auprès des clients fasse un job irréprochable. Parce que si tu n'es pas bon en exécution, il ne va jamais te recommander, quoi. Et comment vous faites pour ça, du coup? Alors nous, on forme beaucoup nos salariés, on leur met beaucoup d'objectifs. Tous nos salariés sont vus à la semaine, au trimestre et à l'année. Donc on leur met des objectifs et des résultats, des objectifs à atteindre et on check leurs résultats. Donc ils sont très suivis, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir, nous on les appelle un peu le gang facto. Donc on a une 60aine de personnes, tous métiers confondus, qui connaissent maintenant par cœur le métier et qui ont surtout, je pense qu'on leur a transmis, c'est la passion du client. Parce que nous, avant même d'être passionnés d'immobilier, on est passionnés par le client. Et nous, on a envie de faire vivre aux clients une expérience dans l'expérience elle-même de la recherche de bureau. Et ça, ils sont tous axés là-dessus avec un vrai mindset. Et du coup, quand tu sers bien ton client, tu dois le savoir, derrière, il y a des bonnes retombées. Totalement. Est-ce qu'il y a une sorte de feature ou on va dire un peu de highlight ou d'effet wow? Est-ce que vous avez une secret sauce à ce niveau-là? Alors, on cherche toujours, en fait, justement pour pas copier-coller, on cherche toujours à bien comprendre les attentes de notre client, pour bien le connaître et essayer dans chaque site de trouver le petit truc qui match. Typiquement, chez Zelion, on avait fait une bibliothèque cachée. Pour ça, quand tu l'as fait une fois, c'est compliqué de le faire 10 fois. Mais on essaie toujours de trouver un élément totémique. Pour Sorar, typiquement, on leur a fait un terrain de foot
avec beaucoup de digital, où bien sûr ça sert aux équipes pour jouer, mais c'est devenu un élément totémique, où ils font beaucoup d'events, ils communiquent sur le terrain. Donc tu vois, c'est en discutant avec eux qu'on a trouvé l'idée, certes assez simple pour relier à leur business, mais personne n'a fait un terrain de foot dans un lieu, tu vois. On a déjà fait des murs d'escalade, donc on cherche toujours quelque chose qui n'est pas le cliché Instagrammable, ni Pinterest, mais qui sert toujours un objectif de boîte. Donc Sorar, c'était un objectif de communication. Zenly, le mur d'escalade, c'est un objectif de recrutement, puisque à l'époque, le premier sport pratiqué par les développeurs, c'était l'escalade. Donc à chaque fois, on essaye de raccrocher ça à un vrai sujet d'entreprise. Et à la fin, on peut l'appeler le wow effect, mais c'est ce qui marche toujours, puisque quand tu vas faire visiter un candidat, un client, un prestataire ton lieu, il faut qu'il puisse, quand il en ressort le soir à un dîner, dire « je suis allé chez Junto, c'était dingue ». Incroyable. On n'a pas encore fait tes bureaux, mais si on les fait, j'espère qu'on dira ça. Et du coup, la personne qui reçoit ça dans le dîner, il est jamais venu dans ta boîte, mais il en sort avec une expérience incroyable. Il dit « ah, il paraît que Junto, les bureaux sont dingues ». Et du coup, tout ça, ça fait le petit fil qui se poursuit. Et ça, c'est un peu notre métier, quoi. Et du coup, ton siège social n'est plus du tout un poste de coût, mais en fait un levier de croissance, quoi. Et ça, c'est notre métier. Ça, tu penses que cette stratégie justement commerciale, si je peux appeler stratégie commerciale, ouais. plutôt de société, est-ce qu'elle serait réplicable dans une autre activité, ou c'est aussi parce que on voit, on vit vos lieux en fait, ou est-ce que tu penses que tu pourrais reproduire ça sur une activité où tu as peut-être moins l'expérience du physique vécu par les clients et les collabs? Écoute, je pense que dans le milieu de l'hôtellerie, tu peux le faire aussi. Parce que même si tu as des plateformes pour commercialiser tes chambres, mais si tu fais des lieux où tu as l'impression d'être comme à la maison, où chacun se retrouve, en tout cas où tu disruptes, un peu comme tous les marchés, dès que tu arrives à disrupter, en fait, tu essayes d'amener quelque chose de nouveau. Et je suis pas sûr qu'avoir une armada de commerciaux est forcément la bonne stratégie, mais tout dépend le produit que tu vends. Si c'est du mass market, moi je suis plus passionné par des choses un peu sur mesure et surtout liées à une marque. Donc dès que tu crées une marque B2C ou B2B, à un moment donné où tu crées de la valeur, ta marque elle est installée et tu le vois bien avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, l'impact que ça a, quoi. Et donc chaque verticale, chaque produit a sa stratégie, mais si on peut avoir une stratégie un peu plus fine, je pense que ça peut mettre en valeur ton produit. Je suis totalement aligné avec toi. Je trouve qu'on sous-estime. En fait, souvent, on essaye de niveler faire un truc moyen ou niveler par le bas. Mais le fait de rajouter, parce que c'est potentiellement du budget supplémentaire, c'est features, c'est highlights, des mètres carrés perdus, etc. Mais c'est des choses qui, à la fois pour les boîtes et pour vous, finalement, créent de la valeur. Et potentiellement, c'est des lieux qui ont beaucoup de valeur et qui vous apportent de la valeur indirectement, commercialement. Ah mais complètement. En fait, tu peux te dire que c'est pas un coût, en fait, c'est un investissement. C'est très cher d'aménager un lieu parce que tu loues ton immeuble. Ensuite, il faut mettre beaucoup de cash en dépôt, en garantie bancaire auprès du bailleur. Ensuite, tu as tes travaux parce que c'est rare que le bureau soit à ton goût, qu'il n'y ait pas de travaux. Donc ça, c'est quand même des gros capex. En revanche, demain, quand tu vas vouloir recruter ton meilleur talent en entretien, quand il va te dire en fait, je veux pas venir dans le 93, dans le 92 parce que t'es pas là dans la rue du Sentier, t'es un peu coincé, quoi. En revanche, si tu es situé dans le 95, 93, comme nous, ma boîte, on est à Saint-Ouen, là, il faut faire plus. Nous, tu vois, on a créé un restaurant où on sert tous les jours des plats frais à nos salariés, donc avec 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. On a un jardin, on a des terrasses, on a des vélos électriques en partenariat avec Angel où tu peux t'en servir autant que tu veux. Donc, du coup, on a contrebalancé le fait d'être moins bien localisé, même si avec la ligne 14, aujourd'hui, tu es d'ici, là, de 8e, tu es en 4 stations à Saint-Ouen. Mais tout ça sont des enjeux où, en fait, il faut voir ça comme pour financer ta croissance plutôt que juste se faire plaisir et dépenser de l'argent et avoir un coût. Et au-delà de ça, en termes de communication, est-ce que tu as pu tester des choses, des RP, des réseaux sociaux? Est-ce que tu as parce que justement, vous avez quand même une typologie de clientèle qui a besoin des belles sociétés, vous avez fait quand même beaucoup de projets, mais finalement vous n'avez pas non plus des milliers de clients. Donc est-ce qu'il y a des leviers, on va dire, de croissance et d'image qui sont pertinents pour votre activité aujourd'hui et que vous souhaitez activer davantage à l'avenir? Nous, je pense qu'on est dans une industrie qui est très vieillissante. Toi, tu es un peu plus habitué, on va dire, à la tech ou au côté marketing fancy. En immobilier, tu as des acteurs qui sont là depuis 100 ans, qui sont américains et qui font de la transaction et tout va bien. Quand ils mettent un panneau, ils mettent encore à louer avec le numéro. Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu vois, sur les champs, t'appelles, je sais pas comment il s'appelle, Maxime Intel sur son portable pour louer 3 mètres carrés sur les champs. Quoi. Donc, tu vois, c'est très vieillissant, même s'ils font de plus en plus de reportages photos, c'est très vieux. Donc, nous, on a préféré, bien sûr, c'est assez simple de faire des belles photos et de storyteller ce qu'on fait chez nos clients, mais on a fait
beaucoup de com sur notre équipe, sur notre marque, sur tous nos vêtements qu'on crée, parce que tout est hyper bien brandé. Donc, comme on pourrait retrouver ça dans une marque B2C. Et tout ça, ça porte de l'attrait auprès de nos clients. Parce qu'ils, certes, ils sont persuadés qu'on sait bien faire les choses. Mais en plus, on a ce côté un petit peu plus, je pense, fancy qui leur ressemble. Donc, on parle un petit peu le même langage que la tech. Ou en tout cas, on est sexy auprès des comptes plus corporate. Où on dépoussière ce monde-là parce que nos concurrents sont pas du tout sur la même stratégie de com. On n'est pas très présent sur les réseaux. Ou en tout cas, on fait des campagnes à impact. Qui souvent marche pas trop mal. On fait tous les ans une photo de fin d'année qui est assez connue, qui fait pas mal de bruit. On fait des partenariats avec des artistes qui parfois viennent sur le lieu pour qu'il se passe quelque chose. Là, on va sortir un truc assez sympa avec quelqu'un de connu. Là, on va aller pimper un de nos lieux avec lui. Enfin, on essaye toujours de trouver quelque chose de différent parce que nous, on pense que si tu es différent, tu intrigues et forcément, tu intéresses et c'est ça qui nous plaît. Ouais, donc t'as vraiment aussi cette logique d'innovation même dans ta com en fait. C'est quelque part, est-ce que c'est pas une valeur de ta société finalement, où vous cherchez ce totem justement, mais à tous les niveaux quoi. Non, t'as raison. Je l'avais pas vu comme ça, mais t'as raison. La com peut faire partie d'une de nos verticales ou en tout cas de nos valeurs dans l'ADN. En fait, on a mis 5 ans à beaucoup parler de notre business model parce que c'était très nouveau de dire bah attends, nous on peut tout faire. La recherche de bureau, l'architecture, les travaux, l'immobilier et l'UX expérience, ça n'existait pas. Donc, tu mets du temps à expliquer, à pitcher ta boîte. À éduquer le marché. Exactement. Et maintenant qu'on est assez installé en termes de chiffre d'affaires, de volume et de résonance sur le marché, maintenant, on veut travailler beaucoup plus sur la marque. Donc là, on est en train de lancer bientôt notre nouveau site internet, notre nouvelle plateforme de marque, qui va aussi nous permettre, j'espère, d'avoir 3 ou 5 ans d'avance sur le marché, comme on l'avait à l'époque. Et beaucoup de nos discours, je pense, ont inspiré d'autres. Et on se rend compte maintenant qu'il faut réaccélérer pour reprendre ce petit coup d'avance. Et la com va être un de nos leviers. Et est-ce que tu regardes l'international également? Oui, alors on regarde, on ouvre l'Italie là, on ouvre à Milan le 1er mars. Parce que nous, si tu veux, à Paris ou en France, vu qu'on s'adresse à quand même un marché niche de personnes qui veulent beaucoup investir dans le lieu, on pense qu'on aura un plein de fond de verre en termes de chiffre d'affaires et on va vouloir grossir à l'étranger. Donc là, on commence par Milan et après, on va essayer de regarder d'autres pays. On a un objectif assez ambitieux à 3 ans en 2025. Parce qu'on espère faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 150 personnes, tout en restant hyper humble dans notre croissance, que notre boîte n'aura que 8 ans, mais le chiffre est à atteindre et le travail est encore à faire. Et ça, on ira le chercher avec 3 pays minimum. Et de toute façon, ce constat et cette problématique de comment tu réintéresses tes salariés dans le lieu, je ne sais pas si tu as regardé, mais dans les US, Microsoft, etc., tout le monde ramène les salariés au bureau parce qu'il y a un vrai manque de productivité. Et ça, cet impact, il est partout en Europe et dans le monde. Et tu as des pays qui sont beaucoup moins fancy. Londres a été très fancy sur les bureaux. Milan, c'est très vieux. Tu visites, c'est des choses qui sont très, très old school. Et Paris, aujourd'hui, a quand même pris un petit coup d'avance là-dessus. Donc, on va aller prendre notre drapeau factory puis essayer d'aller le planter dans d'autres pays dans les années à venir. Et comment toi, tu t'as déterminé justement cet objectif de savoir, bah tiens, il faut que j'aille pour atteindre mon objectif dans 3 pays, par exemple. Il faut que je me rebrande, il faut que je reprenne un coup d'avance. Est-ce que c'est un ressenti de ta part et de tes associés par exemple ou de certains collaborateurs comment tu mets le doigt là-dessus, parce qu'en fait ce qui est difficile c'est effectivement 0 à 1 c'est extrêmement difficile, et surtout avec votre croissance, mais c'est aussi 1 à 2 entre guillemets, 45 à plus de 100 millions, c'est quand même encore x2 et on ne parle pas les mêmes volumes. Donc non, c'est un autre gap. Écoute, alors moi je marche beaucoup au feeling, hein, donc j'ai la chance d'avoir 2 associés, notamment Jules qui est beaucoup plus carré que moi sur ce sujet-là et beaucoup plus analytique. Mais moi je bosse beaucoup au feeling et j'ai senti qu'on avait pris beaucoup d'avance et qu'aujourd'hui avec tous ces nouveaux acteurs de co-living, de coworking, de boîtes de travaux, de boîtes de transactions immobilières, j'ai senti quand même qu'il y avait quand même quelque chose qui poussait à côté de nous et qu'il fallait reprendre ce petit coup d'avance et nous-mêmes se révolutionner un petit peu le discours, parce que ça fait 5 ans qu'on racontait un peu les mêmes choses et je me suis dit il faut qu'on reprenne ce petit coup d'avance et il fallait qu'on change et plus parler de notre marque et tu verras, il y a un mot, il y a un template qui va sortir là avec notre nouvelle plateforme de marque qui va être assez différenciante et qui va nous amener dans les 5 années à venir et qui j'espère te plaira et plaira à nos clients et à l'écosystème, et tout ça va nous permettre d'aller chercher des clients à l'étranger et d'accélérer. On va, je pense, aussi embaucher quelques commerciaux, parce que passer de 45 à 100 millions, c'est pas du tout les mêmes objectifs. C'est des objectifs de commerce, certes, mais aussi des objectifs d'exécution. Et un de nos leviers aussi en exécution, c'est qu'on va mettre beaucoup de digital en train de créer un outil chez nous en interne qui va permettre de mieux piloter notamment notre partie projet et chantier. Donc tout ça, en fait, est préparé pour qu'on puisse atteindre ces 100 millions. Et depuis le départ qu'on a créé cette boîte, on s'est préparé avec mes associés à faire quelque chose à notre niveau d'assez grand dans notre industrie. Du coup, on ne cesse de quitter l'idée de bien se préparer avant même d'aller chercher ce chiffre d'affaires.
Donc CRM, on va dire, enfin ERP carrément. Gros ERP qui te permet de gérer bien sûr la partie commerciale, mais aussi la partie back-office. Parce que nous, on fait un métier quand même qui est assez... quand tu fais des millions de mètres carrés de travaux, tu achètes des poignées, tu achètes des portes, tu achètes des vitres. Enfin, c'est un des truc, gros projets. Ouais, c'est une usine à gaz. Clairement. Et nous, on doit tout savoir, tout ce qui se passe en même temps. Et on emploie en même temps, je pense, 500 personnes sur tous nos chantiers. Donc, il faut savoir ce qui se passe un peu partout. Et on va être les seuls, je pense, à créer notre propre outil digital. Et notamment, nos clients pourront avoir accès pour savoir ce qui se passe à n'importe quel moment sur leur chantier ou dans leur projet. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais en termes d'opération, c'est un truc de dingue. Ah bah, c'est un truc de ouf. Non, mais ça, c'est un truc de dingue. Si un jour tu veux venir voir ce qui se passe derrière la porte, je t'inviterai à voir. Mais non, projet immobilier, c'est toujours... c'est à sortir comme ça, propre à la fin, on se rend pas compte, mais il y a du travail derrière. C'est une usine à gaz et tu dépends en plus de beaucoup de facteurs que tu ne maîtrises pas. Les matériaux qui t'arrivent, le mobilier qui peut être en retard, le truc qui marche pas. Donc, nous, on essaye de faire vivre la plus belle expérience à notre client. Et parfois, ça arrive que ça arrive un peu en retard ou que c'est pas forcément bien tout de suite. Mais c'est sûr qu'on n'est pas dans un logiciel SaaS où tu prends un call et en 20 minutes, tu vends ton truc, quoi. Et un onboarding terminé avec un call. Nous, c'est plus compliqué, mais à la fois, le métier est hyper passionnant parce qu'à la fin, tu vends un lieu concret où vois ce que tu as fait aussi. Tu vois ce que tu as fait. Et quand on se retrouve le premier jour à l'entrée des salariés qui logiquement changent de bureau pour avoir quelque chose de mieux, on se dit on a un impact quotidien sur beaucoup de personnes. Et on pousse nos clients à faire les choses bien. Et ça, je trouve que tu te lèves le matin, tu fais un truc qui est très cool. Tu as une belle satisfaction. Tu révolutionnes le métier de l'immobilier où l'utilisateur, donc l'entreprise qui loue, est toujours mal conseillée. Donc, tu es content de mieux la conseiller. Tu fais des lieux fancy avec une très belle déco. Et en plus, tu essayes de faire vivre un maximum de personnes dans un lieu plus sympathique. C'est quand même cool. Vendre à ça, c'est sympa, mais je ne sais pas si tu rentres le soir avec la même satisfaction, quoi. Clairement. Non, mais c'est vrai que quand tu vois le lieu et quand tu l'expérimentes tous les jours, il y a une énorme satisfaction, je pense. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Hyper intéressant. J'invite tout le monde à aller découvrir vos lieux et à vous contacter s'ils ont un projet. Avec plaisir. Et puis à de voir la suite, notamment à l'international. Ah bah avec plaisir, nous on est prêts. Nous on espère un jour faire les bureaux de Junto, donc je te prends en mot pour te faire des beaux locaux, tu pourras tester. Et on va sortir aussi, où je t'inviterai, et j'invite toutes les personnes qui veulent venir, on va sortir on va faire des travaux, tu vois, parce que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, et on sort notre nouveau bureau à Saint-Ouen pour l'été 2023, qui va être un temple de l'innovation pour nos métiers, auquel tu es bien sûr invité pour une inauguration. Ça sera vraiment avec plaisir. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous. Merci. À bientôt. J'espère que cet entretien vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et suivre la chaîne.